Le pire cauchemar d'un dictateur n'est ni la menace d'une guerre, ni un environnement de crise. La véritable peur est toujours l'éveil des peuples qu'il dirige. Vladimir Poutine a été confronté à ce cauchemar en 2022 lorsque le silence du peuple a été rompu. Quand des dizaines de milliers de courageux sont descendus dans les rues pour protester contre la guerre, le régime pensait avoir brutalement étouffé ce feu de rébellion. Il croyait avoir reconstruit son mur de peur, mais il se trompait. Ce feu s'est désormais rallumé d'une manière beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus symbolique et infiniment plus contagieuse dans les rues glacées de la ville natale de Poutine, Saint-Pétersbourg. Et la musique de cette flamme était la même mélodie sinistre qui avait fait tomber l'Union soviétique. Dans la nuit du 15 octobre 2025, des centaines de jeunes Russes à Saint-Pétersbourg se sont rassemblés sans peur et ont chanté le ballet du lac des Cygnes. Applaudissements. Ce n'était pas une simple mélodie, c'était la célèbre mélodie du ballet. Le lac des Cygnes de Tchaïkovski, officiellement interdit par le régime en 2023, est devenu l'hymne officieux de l'effondrement d'un empire. Les jeunes Russes l'entonnent désormais à l'unisson dans les rues de Saint-Pétersbourg, comme un serment de rébellion. Ce n'était pas seulement une chanson, c'était le réveil du fantôme de 1991 dans l'esprit de Poutine, ce grand traumatisme de l'effondrement. Tous les soulèvements en Russie ne se valent pas. L'endroit où l'étincelle d'une révolte s'allume est encore plus important que la révolte elle-même. Une foule en colère prenant d'assaut un bureau de recrutement militaire dans un village montagnard du Daghestan est un problème régional que le Kremlin peut gérer isolé et, si nécessaire, réprimer brutalement. Mais lorsque le spectre de ce soulèvement apparaît sur la prestigieuse perspective Nevsky de Saint-Pétersbourg ou sur la rue Tverskaya de Moscou, ce n'est plus un simple problème, mais une menace existentielle pour le régime. Sans comprendre la signification sinistre et historique des protestations autour du lac des Cygnes, commençant à Saint-Pétersbourg plutôt qu'à Samara ou Kursk, nous ne pouvons pas saisir la grande peur qui prive Poutine de sommeil. Car ces deux villes ne sont pas seulement des capitales, elles sont l'âme, le cerveau et le cœur de l'État russe. Et quand ces organes défaillent, tout le corps meurt. Une protestation qui commence à Saint-Pétersbourg n'est pas une protestation ordinaire. C'est le murmure de l'histoire. Cette ville est inscrite dans la mémoire russe comme le berceau de la Révolution, la répétition sanglante de 1965 et surtout la grande révolution d'octobre 1917 qui renversa le régime tsariste et changea le monde a débuté dans les rues de cette ville devant ses palais. Cet assaut symbolique sur le palais d'hiver, ce coup de canon tiré depuis le croiseur Aurore, tout cela est gravé dans l'ADN de cette ville. C'est pourquoi lorsqu'un slogan anti-régime est scandé à Saint-Pétersbourg, ce n'est pas seulement la colère d'un citoyen, mais le fantôme de 1917 qui se réveille. Cela déclenche la plus grande peur tapie dans le subconscient de chaque dirigeant du Kremlin, la répétition de l'histoire. Chaque fois que les rues de Saint-Pétersbourg s'agitent, ceux qui sont au pouvoir au Kremlin ne peuvent s'empêcher de regarder par leurs fenêtres et de se demander « Notre fin sera-t-elle comme celle du tsar ?» C'est une arme psychologique et historique que cette ville porte en elle. Deuxièmement, Saint-Pétersbourg est la fenêtre de la Russie sur l'Europe. Elle a été fondée par Pierre le Grand précisément dans ce but intégrer la Russie à l'Occident. Pendant des siècles, elle a été la ville la plus libérale, la plus intellectuelle, la plus artistique et la plus occidentale de Russie. Ainsi, une rébellion naissante dans cette ville n'est pas seulement une révolte contre Poutine, mais aussi contre tout ce qu'il représente, l'isolationnisme, le sentiment anti-occidental et l'idéologie répressive et antidémocratique de l'eurasisme. C'est la rébellion de l'esprit européen de la Russie contre le despotisme asiatique. C'est le rejet du récit de Poutine sur la civilisation russe dans la ville même où cette civilisation est née. C'est pourquoi sa signification symbolique est immense. Enfin, le couple le plus personnel, Saint-Pétersbourg, est la ville natale de Vladimir Poutine. C'est là que sa carrière politique a débuté, là où il est passé du KGB à adjoint au maire, là où il a posé les fondations de son pouvoir actuel. C'est son château, son jardin. Perdre le contrôle de cette ville est une défaite personnelle et politique bien plus grande que de perdre à Smolensk ou à Volgograd. Cela signifie être rejeté dans sa propre maison par ses propres voisins. C'est la preuve la plus douloureuse qu'il n'est plus en sécurité même dans son bastion le plus fiable, que les fondations de son pouvoir sont pourries. Et cette nuit-là, Poutine a été vu par 140 millions de Russes comme un dirigeant incapable de faire taire le lac des Cygnes dans sa propre ville. Alors comment un acte de désobéissance civile aussi audacieux
a-t-il pu se produire au cœur de l'appareil de répression le plus impitoyable du régime? L'anatomie de cet incident révèle en réalité à quel point le sol sur lequel repose le régime de Poutine est fragile et comment la colère accumulée au cours des 2 dernières années est prête à exploser sous une forme nouvelle et bien plus dangereuse. Ce n'est pas seulement une explosion momentanée. C'est un défi calculé, une tempête parfaite d'effondrement économique et de résistance symbolique. Avant tout l'événement lui-même, l'utilisation publique de la mélodie du lac des Cygnes est l'acte de désobéissance civile le plus audacieux et le plus organisé depuis les arrestations massives anti-guerre de 2022 et la répression brutale qui a suivi. En 2022, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de manière plus individuelle et spontanée, portant des pancartes «Non à la guerre». L'action d'aujourd'hui, cependant, possède une conscience historique et un pouvoir symbolique bien plus profond. Les manifestants ne ciblent pas seulement la guerre, mais le régime lui-même, l'effondrement qu'il a créé et sa terrifiante ressemblance avec les derniers jours de l'Union soviétique. Ce n'est pas seulement une réaction, c'est un diagnostic. Votre régime s'effondre comme l'Union soviétique et nous jouons la musique de cet effondrement. Pour comprendre à quel point le régime craint ce symbole, il suffit de remonter un an en arrière. En 2023, le Kremlin a discrètement promulgué une interdiction classant l'exécution ou la diffusion non autorisée du ballet, le lac des Cygnes, dans les espaces publics, comme une activité extrémiste. C'était la preuve la plus claire de la peur qu'éprouvent Poutine et ses idéologues face au pouvoir destructeur et sinistre de cette mélodie dans la mémoire collective russe. Un régime qui craint un ballet craint en réalité sa propre fin, son propre passé. Et maintenant, cette plus grande peur se matérialise au cœur même de Saint-Pétersbourg, malgré les interdictions. C'était une déclaration que le régime n'a plus le pouvoir de contrôler non seulement les rues, mais aussi les souvenirs et les symboles des gens. Cependant, ce qui a véritablement alimenté ce feu de rébellion, le rendant bien plus dangereux et susceptible de se propager à un public beaucoup plus large que les manifestations de 2022, c'est le déclencheur économique. Les protestations de 2022 reposaient largement sur des bases morales et politiques. Les participants étaient principalement la classe moyenne éduquée des grandes villes opposées à l'injustice morale de la guerre et à l'isolement international de la Russie. Les protestations d'aujourd'hui, cependant, sont alimentées non seulement par la colère politique, mais aussi par une réalité économique concrète et dure qui touche des millions de personnes, les empêchant de mettre de la nourriture sur la table. La nouvelle taxe sur la valeur ajoutée de 22%, introduite par le Kremlin pour financer la machine de guerre qui a érodé le pouvoir d'achat des gens du jour au lendemain, les rayons vides des supermarchés en raison de l'arrêt de la production des usines à cause de l'économie de guerre, et surtout cette inflation implacable et galopante qui touche tous des produits alimentaires de base au loyer, tandis que les salaires restent stagnants. Ce cocktail toxique transforme même les millions de personnes qui sont restées silencieuses en 2022, celles qui disaient « la politique, ce n'est pas mon affaire », en manifestant dans les rues car ce n'est plus une question de préférence politique, mais une lutte pour la survie. Pour comprendre pourquoi, le lac des Cygnes est devenu un hymne de rébellion pour les jeunes en Russie. Il faut examiner la signification sombre et sinistre de cette mélodie gravée dans la mémoire collective russe. Ce n'est pas seulement de la musique de ballet, c'est la bande-son d'un désastre politique, de l'incertitude et surtout de l'effondrement d'un empire pour toute une génération. La malédiction de cette mélodie a commencé au début des années 1989 et a atteint son apogée lors de la grande rupture de 1991. Tout a commencé pendant cette période sombre où les dirigeants soviétiques mouraient les uns après les autres. Leonid Brezhnev en 1982, Yuri Andropov en 1984, Konstantin Chernenko en 1985. Pendant ces moments d'incertitude, tandis que le Kremlin s'accordait sur un nouveau dirigeant, la télévision d'État interrompait ses programmes habituels pour diffuser une seule chose pendant des heures, parfois des jours, une représentation du ballet, le lac des Cygnes. Lorsque les gens voyaient ces signes gracieux sur leurs écrans de télévision, ils comprenaient que quelque chose s'effondrait derrière les murs du Kremlin, qu'une ère touchait à sa fin. La mélodie était devenue un symbole de crise politique. Mais la véritable malédiction du lac des Cygnes est qu'il a changé à jamais le destin de la Russie lors de ces 3 jours d'août 1991, lorsque l'aile radicale du Parti communiste a tenté un coup d'État contre Mikhail Gorbatchev. Lorsque les putschistes ont pris le pouvoir, la télévision d'État a fait de même, elle a interrompu les programmes normaux et diffusés.
le lac des Cygnes sans interruption pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, des millions de citoyens soviétiques ont regardé ces signes tournoyer sur leurs écrans, ne sachant pas si leur pays était au bord d'une guerre civile qui les chars écraseraient ou ce que l'avenir apporterait. Lorsque le coup d'État a échoué et que l'effondrement de l'Union soviétique s'est accéléré, le lac des Cygnes est devenu une bande-son traumatique irréversible, symbolisant non seulement la mort d'un dirigeant, mais la mort d'un système d'un empire. C'est précisément la plus grande peur de Poutine, la résurgence de ce traumatisme. En février 2022, lorsque l'invasion de l'Ukraine a commencé, des dizaines de milliers de personnes à travers la Russie, de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, sont descendues dans les rues en criant « Non à la guerre ». Le régime a vu ce potentiel de rébellion et a été terrifié. À l'époque, les protestations les plus intenses ont eu lieu à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Si Saint-Pétersbourg est l'âme de la Russie, Moscou est son cerveau, son cœur, son système nerveux central. Une manifestation à Moscou n'est pas une blessure n'importe où sur le corps, mais une hémorragie cérébrale directe. Car Moscou n'est pas seulement une capitale, c'est le centre de gravité absolu de l'État russe. Le Kremlin est là, le ministère de la Défense est là, le siège du FSB Lubyanka est là. Les sièges de toutes les chaînes de télévision d'État, tout l'appareil de propagande sont là. Ainsi, des dizaines de milliers de personnes déferlant dans les rues de Moscou ne constituent pas une protestation contre le régime, mais une rébellion au sein même du château du régime. Cela signifie que l'ennemi a franchi les portes et est entré dans la cour du palais. La conséquence la plus critique de cette situation est son impact sur les élites qui forment l'épine dorsale du régime, la bureaucratie sécuritaire et la nomenclature. Une révolte au Daghestan ou à Kursk est un problème lointain observé à la télévision pour un général, un ministre ou un oligarque à Moscou. Cela n'affecte pas directement leur style de vie luxueux, leur villa à Rubliovka ou l'éducation de leurs enfants à Londres. En fait, ces crises régionales peuvent de même leur convenir car elles augmentent le pouvoir et l'importance du centre. Mais lorsque ces protestations, ce chaos se produisent sur la place Pouchkine, à quelques pâtés de maison de leur propre résidence, l'équation change complètement. C'est le moment où la menace devient concrète et non plus abstraite. C'est le moment où le régime commence à craindre qu'il ne puisse même pas se protéger lui-même. C'est le moment qui pousse les élites à remettre en question leur loyauté envers le régime, à se demander « Le navire coule-t-il qui devrait sauter en premier ?» Une révolte à Samara est une affaire de police régionale. Une révolte à Moscou, cependant, est une crise existentielle qui oblige chaque élite à prendre une décision concernant son propre avenir, sa propre richesse et sa propre sécurité. Comme l'a documenté The Guardian, le régime de Poutine a brutalement réprimé ces manifestations en arrêtant des dizaines de milliers de personnes, en promulguant de nouvelles lois de censure impitoyables et en contrôlant totalement les médias. Ce fut le moment où la peur du régime face à la désobéissance civile et la panique de perdre le contrôle ont atteint leur paroxysme. Ils pensaient avoir enterré le fantôme de cette révolte sous un point de fer. Mais aujourd'hui, cet esprit violemment réprimé en 2022 s'est fusionné avec le symbole sinistre de 1991 et réapparaît comme un cauchemar au moment le plus faible et le plus vulnérable du régime. Pourquoi cette nouvelle vague de rébellion qui monte dans les rues de Saint-Pétersbourg est-elle porteuse d'un potentiel bien plus dangereux et destructeur que les manifestations de 2022? Parce que cette fois, ce n'est pas seulement la colère politique et morale qui s'oppose au régime. Cette fois, il y a une dynamique bien plus primitive et puissante qui ébranle fondamentalement la source de légitimité la plus élémentaire du régime, à savoir sa promesse de stabilité économique des portefeuilles vides et la peur de la faim. C'est un cocktail toxique que le régime ne peut ni contrôler ni réprimer. Les manifestations de 2022 restaient largement dans un cadre moral et politique. Les manifestants s'opposaient à l'injustice de la guerre, à la transformation de la Russie en État paria sur la scène internationale et aux ambitions impériales de Poutine. Cependant, à l'époque, les effets économiques de la guerre n'avaient pas encore pleinement atteint les poches des gens. La machine de propagande du Kremlin parvenait encore à répandre le mensonge selon lequel les sanctions occidentales ne les dérangeaient pas. Ainsi, les manifestations étaient largement limitées à la classe moyenne éduquée des grandes villes. Les ouvrières d'usines et les agriculteurs ruraux, la majorité silencieuse du régime, n'ont pas participé à ces manifestations dans une large mesure. Maintenant, cependant, l'équation a complètement changé. 3 ans et demi de guerre ont rongé l'économie russe comme un cancer,
et les métastases de ce cancer ont désormais atteint chaque foyer, chaque cuisine. La colère des jeunes qui scandent le lac des cygnes dans les rues de Saint-Pétersbourg aujourd'hui est alimentée non seulement par la douleur de leur père mourant en Ukraine, mais aussi par l'impuissance de leur mère face aux rayons vides des supermarchés, les salaires réduits de leur père et leur propre absence d'avenir. C'est le moment le plus dangereux lorsque la colère morale et l'impuissance économique convergent. C'est le moment où le plus grand mur de propagande du régime, celui du patriotisme et de la stabilité, est brisé par les dures réalités économiques. Même les personnes qui restaient silencieuses face aux nouvelles de dizaines de milliers de victimes en Ukraine n'hésiteront pas à descendre dans la rue lorsque leurs propres portefeuilles sont vides et que leurs propres enfants sont menacés par la faim. C'est la règle fondamentale de toutes les révolutions à travers l'histoire. Et Poutine, en oubliant cette règle, prépare sa propre chute. Face à cette nouvelle vague de rébellion dangereuse, la réponse du régime de Poutine révèle à quel point il est en proie à la panique et à l'impuissance. Les tentatives faibles et maladroites du Kremlin pour empêcher la propagation des manifestations ne sont pas une démonstration de force, mais le reflet de sa peur de perdre totalement le contrôle d'un scénario de répétition de l'effondrement de 1991. Le premier réflexe du régime, comme toujours, a été d'attaquer la technologie. Alors que les images des manifestations commençaient à se répandre, les vitesses d'Internet ont été délibérément ralenties dans les grandes villes, comme Saint-Pétersbourg et Moscou, et l'accès aux applications de messagerie cryptée et aux plateformes de partage social a été restreint. Ce n'est pas une démonstration de force, mais plutôt une admission douloureuse que le régime n'a pas réussi à empêcher l'organisation et la propagation des manifestations de 2022 dans la sphère numérique. Poutine et ses conseillers formés au KGB se souviennent très bien que l'un des facteurs clés de l'échec du coup d'État de 1994 contre Gorbatchev fut l'émergence de médias indépendants et le flux d'informations à l'époque. Ils n'ont pas oublié comment ce flux d'informations a démystifié les mensonges du régime et mobilisé le peuple. Aujourd'hui, au 21e siècle, sachant que ce flux d'informations est des millions de fois plus rapide et incontrôlable, ils sont terrifiés. Des mesures comme couper Internet ou interdire les applications de messagerie sont des efforts aussi futiles et faibles que d'essayer de vider l'océan avec un seau. C'est la preuve que le régime a maintenant perdu non seulement les rues, mais aussi la place publique numérique. Et la plus grande ironie dans l'anatomie de cette crise est la revanche de l'histoire. Tout au long de ses plus de 20 ans au pouvoir, Vladimir Poutine a construit son plus grand projet politique sur une seule idée: inverser la catastrophe géopolitique créée par l'effondrement de l'Union soviétique, faire de la Russie un empire grand et respecté à nouveau. Mais aujourd'hui, à chaque pas qu'il fait, chaque décision qu'il prend, il ramène son pays dans les dynamiques mêmes de l'effondrement de 1991 qu'il méprise dans les conditions de ce chaos de ses propres mains. Tout comme à la fin des années 1980, le pays est militairement en faillite, embourbé dans une guerre sans issue, l'Afghanistan contre l'Ukraine. Tout comme à cette époque, l'économie civile s'effondre à cause de l'économie de guerre, les rayons des marchés se vident et le peuple s'appauvrit. Et tout comme à cette époque, un peuple qui ne croit plus aux mensonges du régime et qui veut du changement commence à descendre dans les rues avec des actions symboliques. Alors que Poutine essaie de ressusciter le fantôme de l'Union soviétique, il déterre en réalité son cadavre de la tombe et recouvre son propre régime avec. L'histoire prend sa revanche de manière impitoyable et Poutine devient l'architecte de sa propre pire peur. Ces flammes sur le front intérieur placent Vladimir Poutine dans une position d'échec et mat complète sur les plans militaires, politiques et stratégiques. C'est un piège stratégique créé par la guerre qu'il a déclenché, où chaque mouvement entraîne une perte et où il n'y a aucun scénario de victoire. Poutine est maintenant coincé dans une guerre inévitable sur deux fronts. Le premier front est celui des tranchées boueuses de l'Ukraine. Là, son armée perd du sang, du terrain et du moral chaque jour. Tout espoir de victoire militaire a disparu depuis longtemps. Le seul objectif maintenant est d'empêcher l'effondrement total et de tenir le plus longtemps possible. Mais désormais, derrière Poutine, un deuxième front s'est ouvert, au moins aussi dangereux, sinon plus destructeur que le front ukrainien, les propres villes de la Russie, ses propres rues. Alors qu'il est embourbé dans un bourbier militaire en Ukraine, il fait maintenant face à une révolte à l'intérieur de ses propres frontières que son peuple ne peut réprimer. Le régime n'a ni l'armée, ni la police, ni le pouvoir économique pour combattre sur les deux fronts en même temps. Chaque nouveau soldat envoyé en Ukraine
est en réalité un policier manquant dans les rues de Saint-Pétersbourg. Chaque nouveau milliard de dollars dépensé pour la guerre est en réalité une aide sociale qui ne peut être utilisée pour apaiser la colère du peuple. Le régime perd sur les deux fronts. L'aspect le plus dangereux de cette situation est le potentiel d'un effet domino. Aujourd'hui, à Saint-Pétersbourg, cette action symbolique initiée par quelques centaines de jeunes courageux pourrait se propager demain à Moscou, Yekaterinbourg, Novosibirsk, dans les monogorods industriels, les villes mono-usines, les plus durement touchées par la crise économique où les usines ont fermé. Cette étincelle pourrait se transformer en un incendie de forêt. Les gens avaient peut-être peur en 2022, mais aujourd'hui, la faim accompagne cette peur. Et là où il y a la faim, les murs de la peur sont plus faciles à abattre. Cette action symbolique qui a commencé à Saint-Pétersbourg pourrait déclencher un effet domino qui conduira le régime à perdre totalement le contrôle, faisant descendre des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans les rues. C'est le début de la fin pour le régime. C'est le pire cauchemar du Kremlin. En fin de compte, Vladimir Poutine pensait qu'en 2022, en emprisonnant des dizaines de milliers de personnes, il avait réduit au silence la voix de la rébellion de son peuple et enterré ce fantôme. Mais aujourd'hui, les notes immortelles de Tchaïkovski, la mélodie sinistre du Lac des Cygnes, résonnent à travers les murs du Kremlin comme un serment de vengeance, comme un appel à la mutinerie. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir choisis.